Je suis très heureux de parler du sujet d'aujourd'hui, vacuité et coémergence. Et je vais le faire sous l'angle particulier de l'histoire de l'Amat Tsongkhapa, parce qu'il me semble qu'il a été absolument essentiel dans le fait de revigorer la vue de la vacuité, comme elle était présentée par les grands maîtres indiens. Et donc c'est sous l'histoire de l'Amat Tsongkhapa que je vais parler de ces deux éléments, de la vacuité et de la coémergence, qui sont absolument essentiels dans la voie bouddhiste et qui ne sont pas faciles à équilibrer, comme vous allez pouvoir le redécouvrir sans doute. Donc cette session va se découper en deux. D'abord parler un petit peu de l'histoire de l'Amat Tsongkhapa et de sa percée dans la vue de la vacuité, et ensuite de parler de la vacuité et la coémergence, et comment on peut comprendre que le sens de la vacuité c'est la coémergence, et que le sens de la coémergence c'est la vacuité. Voilà, donc on a 2 heures, vous aurez bien entendu la possibilité de poser des questions, et sans plus attendre, on va commencer par rappeler un petit peu l'histoire de l'Amat Tsongkhapa, qui est né en 1357 dans le nord-est du Tibet et qui a été perçu très tôt comme un prodige, à la fois par son érudition et également par ses capacités yogiques, on pourrait dire, très versé dans l'étude des sutras et très versé dans le tantra également. Et l'Amat Tsongkhapa a passé une partie de sa vie à recevoir des enseignements, aller d'un monastère à un autre au Tibet. Il a passé une bonne partie de sa vie à marcher. Et il a passé énormément de temps en retraite. Il alternait entre des moments où il enseignait à des communautés monastiques, parfois des laïcs, et les moments qu'il passait en solitaire ou avec un petit groupe de ses disciples dans des endroits divers du Tibet, souvent assez reculés, pour faire des retraites assez avancées et sur des durées qui peuvent aller de plusieurs mois à plusieurs années. Donc on connaît l'Amat Tsongkhapa comme un grand érudit, mais on le connaît peut-être moins comme un immense yogi. Et pour parler de la vacuité et de la coémergence, qui est un sujet essentiel dans le bouddhisme, parce que c'est quand on réalise la vacuité qu'on vient commencer totalement à défaire les mécanismes de la souffrance, comme c'est présenté, c'est la proposition. Donc c'est vraiment un sujet qu'il est important de maîtriser, de le faire de manière équilibrée, pour que notre compréhension de la vacuité ne vienne pas heurter notre compréhension des phénomènes conventionnels. Donc ça, on aura le temps d'en parler, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Mais commençons par observer que l'histoire de l'Amat Tsongkhapa et de la vacuité, c'est quelque chose qui l'a perturbé pendant de nombreuses années. Et on pourrait penser, parce que c'est l'Amat Tsongkhapa, qu'il n'a jamais eu vraiment de doute et que sa vision de la vacuité, elle a toujours été absolument parfaite. Et quand on lit sa biographie, et je vous la recommande d'ailleurs, malheureusement elle n'existe pas en français, mais ça s'appelle Buddha in the Land of Snow de Thupten Jinpa, qui est extraordinaire. Et ce sera d'ailleurs une des sources de cette présentation, Buddha in the Land of Snow, et un deuxième livre de Thupten Jinpa qui s'appelle Self, Reality and Reasoning. Parce que Thupten Jinpa, qui était un ancien moine, traducteur de sa sainteté, est vraiment un expert de la vie de l'Amat Tsongkhapa, non seulement à travers l'étude historique, mais à travers l'étude philosophique aussi, de ce que l'Amat Tsongkhapa a pu présenter au cours de sa vie. Donc on pourrait prendre comme acquis que parce qu'il s'agit de l'Amat Tsongkhapa et que c'est un des plus grands maîtres tibétains
du bouddhisme, qu'il a toujours saisi correctement la vacuité, qu'il n'a jamais eu de doute. Mais on s'aperçoit que jusqu'à une bonne moitié de sa vie, le sujet de la vacuité était toujours quelque chose qui pêchait un petit peu en lui et où il n'était jamais complètement satisfait de sa vision de la vacuité. À 34 ans, Lama Tsongkhapa, il a déjà de nombreux disciples, il a déjà étudié de manière profonde les textes de la tradition indienne et il a déjà également étudié, pratiqué le tantra. Il est devenu assez expert dans le tantra de Guhya Samaja, par exemple. Il a déjà effectué des retraites, il a déjà des disciples, il est déjà reconnu à l'intérieur du Tibet comme étant un maître de premier ordre. Et néanmoins, il est insatisfait de ce qu'il considère être sa vue de la vacuité. Donc ça, c'est déjà, moi je trouve très inspirant, c'est que même Lama Tsongkhapa, il n'a pas tout de suite eu la vision correcte de la vacuité. Et comment il a fait pour arriver à l'obtenir? Eh bien, on peut en parler à travers le prisme de son rapport à Manjushri. Alors, Manjushri, c'est le Bouddha de la sagesse, et il se trouve que Lama Tsongkhapa a eu des visions de Manjushri à partir de 30, je ne sais plus si c'est dans la trentaine. Il a commencé à avoir des visions de Manjushri, mais au préalable, il avait la possibilité de communiquer avec Manjushri à travers un mystique qui s'appelait Lama Umapa, qui était un ancien berger. C'est un peu l'histoire de Bernadette Soubirous, hein. C'est très semblable, mais dans la version tibétaine. Donc c'est un berger qui vivait qui s'occupait de troupeaux et qui un jour a entendu des sons comme le tonnerre, sauf que ces sons portaient le sens du mantra de Manjushri qui est Omarapatsanadi. Et peu de temps après ça, ce mystique, futur mystique, parce que pour l'instant il n'était pas vraiment, il a commencé à avoir des visions. Donc on peut penser que tout de suite les visions, quand on a des visions dans l'histoire des grands yogis tibétains, on est tout de suite enclin à les prendre pour acquises et penser qu'on est dans la vérité, mais en fait c'est un travail de validation aussi, de savoir est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que c'est bien Lama Manjushri que je contacte et pour lequel j'ai des visions. Et donc c'est un travail de raffinement. C'est pas parce que, on pourrait dire, Bernadette Soubirous a eu des visions. Peut-être que si elle avait eu des méthodes de travailler sa concentration ou certaines des absorptions méditatives, elle aurait pu travailler pour avoir de plus en plus de ces visions et d'avoir un dialogue encore plus étroit avec la Vierge Marie. Alors l'équivalent, c'est que Lama Umapa, il a ensuite fait des études et il a réussi à avoir des visions de plus en plus claires de Lama Manjushri, du Bouddha de la sagesse, qui est l'incarnation archétypale de la sagesse de tous les Bouddhas. Et il a commencé à pouvoir dialoguer avec lui. Et c'est par l'entremise de Lama Umapa d'ailleurs, ça veut dire Lama de la voie du milieu. Uma en tibétain, c'est la voie du milieu. Donc c'est la personne de la voie du milieu, parce que Lama Umapa était très très versé dans les textes de Nagarjuna sur la voie du milieu. Et donc c'est à travers Lama Umapa que Lama Tsongkhapa commençait à dialoguer avec Manjushri. Donc il arrivait souvent que Lama Umapa et Lama Tsongkhapa restaient dans un même monastère pendant des mois, et quand ils partageaient leur repas le midi, c'est à ce moment-là que Lama Umapa commençait à avoir des visions de Manjushri et de poser des questions pour répondre aux questionnements de Lama Tsongkhapa. Vous allez voir, c'est très lié au sujet de
de la vacuité, de la coémergence, parce que Lama Tsongkhapa a demandé assez tôt, quand il avait environ 34 ans, est-ce que ma vision de la vacuité, elle est correcte? Et Manjushri lui a répondu, pas vraiment, c'est pas encore tout à fait ça. À une autre reprise, Lama Tsongkhapa lui dit, est-ce que ma vision de la vacuité, elle est proche des Svatantrika ou des Prasangika? Alors je le rappelle, ce sont les deux sous-écoles des Madhyamika, des personnes qui suivent la voie du milieu. Madhyamika, la voie du milieu. Et cette école Madhyamika, elle est divisée en Prasangika et en Svatantrika. Donc il demande par le biais de Lama Umapa si sa vision de la vacuité, elle est concordante avec la présentation des Svatantrika et des Prasangika. Et Manjushri lui dit non, ni l'une ni l'autre. Et à ce moment-là, Lama Tsongkhapa, encore une fois, il est éminemment renommé au Tibet, il a des étudiants, mais sa vision de la vacuité n'est pas encore tout à fait correcte. Et il s'en rend compte. Et on peut parler maintenant un petit peu des vues qui étaient les vues proposées au Tibet à l'époque de Tsongkhapa et qui, pour certaines, étaient les vues que partageait Lama Tsongkhapa jusqu'à temps qu'il ait fait sa percée, dont je vais parler ensuite. Donc les vues philosophiques à son époque, elles étaient de trois types, chacune portant quand même son lot de problèmes. La première, c'était une vue qui était la plus proche de celle que Lama Tsongkhapa avait avant de rétablir sa vision correcte, qui était de dire et de prendre Nagarjuna, parce que toutes les écoles philosophiques tibétaines à cette époque suivaient les enseignements de Nagarjuna, mais ils avaient parfois une lecture qui était partielle ou erronée même. Et certains, quand par exemple Nagarjuna dit que on doit réfuter à la fois l'existence, la non-existence, on doit réfuter à la fois l'existence et la non-existence, et ni l'existence ni la non-existence. Donc, certains des maîtres à l'époque prenaient ce tétralemme, ces quatre possibilités, de manière complètement littérale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait absolument rien dire, en fait. On ne pouvait rien estimer, rien proposer, parce que l'existence devait être réfutée, la non-existence devait être réfutée, à la fois l'existence et la non-existence, et ni l'existence. En fait, on ne pouvait presque plus rien dire. Et que la vision alors de la vacuité, c'était simplement pour réfuter les propositions des autres. La vision de la vacuité ne proposait rien, n'avait aucune forme d'élaboration, aucune forme de proposition. Parce que dès qu'on commençait à avoir des propositions, on venait tomber dans le conceptuel et que la vision de la vacuité était au-delà du conceptuel. Et donc, il semblerait que ce soit la vue qui est partagée Lama Tsongkhapa avant sa percée. Donc ça, c'était une des vues, mais qui pose quand même problème. Et je vais vous citer un texte de Thupten Jinpa. Du point de vue d'un philosophe contemporain, on peut dire que Tsongkhapa était avant tout profondément préoccupé par ce qu'il percevait comme un manque général de rigueur philosophique et analytique dans la pensée tibétaine. Selon lui, cela n'était pas seulement contradictoire avec la philosophie bouddhiste madhyamika du Mahayana, à laquelle presque toutes les écoles du bouddhisme tibétain prétendaient adhérer strictement, mais allait également à l'encontre de l'esprit fondamental de la voie bouddhiste. Il existait, à son avis, un sentiment omniprésent de naïveté philosophique au Tibet et une dangereuse tendance vers une forme d'anti-rationalisme qui était intrinsèquement liée. Selon Tsongkhapa, cette combinaison de naïveté philosophique et d'anti-rationalisme avait de profondes ramifications religieuses et éthiques,
par naïveté philosophique, je fais référence à toutes les différentes interprétations tibétaines de la vision madhyamika de la vacuité qui, selon Tsongkhapa, nie d'une manière ou d'une autre la réalité du monde empirique. Sous sa forme la plus extrême, Tsongkhapa estimait que ce déni découle d'une lecture littérale de la littérature madhyamika et affirme que les choses ne sont ni existantes ni non existantes, etc. Les naïfs incluent également ceux qui conçoivent la vacuité comme un simple néant. Selon cette vision, le monde empirique ne devient rien d'autre qu'une simple illusion. Dans un sens large, même pour Tsongkhapa, les Madhyamika acceptent que notre monde vécu d'expérience empirique est comme une illusion. Cependant, la différence est que, selon Tsongkhapa, les objets du monde quotidien sont semblables à des illusions et ne sont pas des illusions, comme semblent l'affirmer de nombreux autres Madhyamika tibétains. Donc une des vues était de prendre de manière littérale les 4 propositions, de réfuter l'existence, la non-existence, etc. Une autre vue qui était un petit peu importée du bouddhisme Chan chinois, c'était une forme de quiétisme, c'était de se dire, en fait, il n'y a aucune élaboration à avoir, on reste dans une absence de tout qui est très proche de cette forme d'absorption qu'on acquiert quand on atteint shamatha, le calme mental. Et en fait, c'était une forme de rien. On devait rester dans le rien, et c'est par le rien que la vision de la vacuité devenait manifeste à notre esprit. Alors ça, Lama Tsongkhapa était un fervent... il était assez critique de cette proposition, qui voyait comme, si c'est le cas, pourquoi tous les grands maîtres indiens s'étaient évertués à écrire autant sur la vacuité si au final il n'y a rien à faire. Ça lui semblait contradictoire avec tous les enseignements des grands maîtres indiens comme Nagarjuna, Buddha Balita, Chandrakirti, Shantideva, etc. Eux qui ont passé tellement de temps à utiliser leur raisonnement pour essayer d'arriver à la vision de la vacuité, s'il fallait simplement rester dans une forme de quiétude, libre de tout, alors il semblerait qu'il n'y aurait pas eu besoin de faire tout ce travail préliminaire. Et enfin, la dernière position tibétaine, c'était de voir la vacuité comme une forme d'absolu. C'est la théorie Shentong qui est de penser que les phénomènes sont vides d'existence intrinsèque, mais la vacuité elle-même, elle est absolue. Donc c'est une forme de réification de la vacuité. Et là, Lama Tsongkhapa était critique aussi de cette proposition parce qu'il voyait qu'il n'y avait aucune source dans les grands textes de la tradition indienne qui pouvait valider ça. Donc c'est vraiment cette première vision, cette première vue que Lama Tsongkhapa semblait avoir adoptée, mais sans être vraiment content parce qu'il voyait qu'il y avait beaucoup de contradictions. Il voyait qu'il y avait beaucoup de contradictions et peut-être la plus importante, c'était que si la vue de la vacuité était de dire que rien n'existe vraiment, comment on peut faire sens dans notre pratique de l'éthique, par exemple, qui est de se dire, j'agis pour la possibilité d'être plus heureux. Si les choses n'existent pas vraiment, comment on peut s'engager dans l'éthique? Comment on peut s'engager dans même le souhait d'atteindre la bouddhéité? Comment on peut faire sens du tangible aussi, des choses qui nous entourent, des choses qui sont manifestes? Et Tsongkhapa s'est toujours défendu d'être un révolutionnaire dans la vue de la vacuité, mais on pourrait plutôt dire qu'il a revigoré la vue de la vacuité. Et en revigorant la vue de la vacuité, comme on va le voir, il a aussi revigoré l'entraînement à l'éthique. Parce qu'en redonnant toute sa part à la coémergence, aux phénomènes conventionnels, aux choses qui fonctionnent, il a redonné aussi de la vigueur au principe de l'éthique. Et si on observait au Tibet à l'époque de Tsongkhapa un déclin de l'éthique, notamment l'éthique monastique,
c'est pas complètement étranger à la vue un petit peu nihiliste de penser que l'existence n'existe pas, que la non-existence n'existe pas, etc. Parce qu'en fait, c'est une vision de la vacuité qui vient profondément altérer la fonctionnalité des choses. Et ce manque d'équilibre entre vacuité et coémergence et conventionnalité, choses fonctionnelles d'un côté et vacuité de l'autre, il semblait qu'il y avait un déséquilibre qui a profondément affecté Tsongkhapa jusqu'à assez tard. Et donc, il a demandé à nouveau à Lama Manjushri, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'avoir une vision correcte? Alors, on pourrait penser que parce qu'il s'agit d'un Bouddha, euh, Manjushri lui ait simplement donné la réponse tout de suite. Mais il semble que ce n'est pas du tout la manière dont leur échange se soit décliné. Souvent, Manjushri lui disait, il faut que tu étudies encore, il faut que tu retournes au texte de Nagarjuna, de Buddha Palita, il faut que tu pratiques de la purification, de l'accumulation, il faut que tu travailles sur l'accumulation des forces positives, il faut que tu ailles en retraite. Et c'est plus dans des conseils comme ça que leur relation s'est établie. Et Manjushri lui a dit par contre un jour, il est inapproprié d'être partial, soit envers la vacuité, soit envers l'apparence. En particulier, il faut prendre au sérieux l'aspect de l'apparence. Et ça, c'est un point essentiel parce que l'apparence, c'est la coémergence, c'est les phénomènes conventionnels, c'est la fonctionnalité des choses. Si notre vision de la vacuité, elle vient profondément bouleverser le conventionnel, c'est que la vue du milieu n'a pas été vraiment trouvée. Et c'est ce que Lama Tsongkhapa sentait, au fond, qu'il n'y avait pas cette union parfaite entre vacuité et coémergence. Et donc, Tsongkhapa commence, à partir de cette époque, à avoir lui-même des visions de Manjushri. Et il est guidé par Manjushri à aller en retraite solitaire et de poursuivre son travail. Et un jour, alors que Lama Tsongkhapa est en retraite, il fait un rêve. Il est entouré de Nagarjuna, Buddha Palita, les grands maîtres indiens, Bhavaviveka et Aryadeva. Et Buddha Palita arrive avec un texte et lui pose sur la tête. Et ce qui est étonnant, c'est que le lendemain matin, un des disciples de Lama Tsongkhapa arrive avec un texte qui se trouve être le texte que Lama Tsongkhapa avait eu en vision pendant ses rêves. C'est un commentaire de Nagarjuna sur la voie du milieu. Et Lama Tsongkhapa ouvre le texte au chapitre 18. Et c'est en lisant ce texte, après des mois et des années de doute, qu'il arrive enfin à faire sa percée, à comprendre comment on peut réconcilier vacuité et coémergence. Alors c'est ce qu'on va maintenant voir, comment il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui est étonnant, c'est que dans aucun des textes que j'ai vus, alors je ne sais pas si j'ai raison, mais Lama Tsongkhapa ne me semble pas avoir validé auprès de Manjushri s'il avait vraiment trouvé la vue de la vacuité. Peut-être qu'il lui a demandé, mais en tout cas, j'en ai pas connaissance. Mais moi, je suis intimement convaincu qu'une fois qu'il a trouvé, il n'avait plus aucun doute. Il voyait que tous les éléments du puzzle, tous les textes indiens de Nagarjuna de Buddha Palita étaient complètement concordants avec sa vision à lui, qu'il n'y avait plus aucune espèce de zone d'ombre. Et que par conséquent, il n'y avait plus besoin de valider auprès d'une autre autorité s'il avait trouvé la vue de la vacuité, parce que pour lui, à mon avis, c'était très clair. Et Lama Tsongkhapa raconte que pendant des mois qui ont suivi, il était dans un état de félicité constante. Il était dans une joie profonde
Imaginez-vous de rétablir quelque chose qui est aussi important dans la voix et qui a été un peu laissé de côté par ses pairs dans la tradition tibétaine, et qu'il ait retrouvé le moyen de le dynamiser et de rendre possible que la vacuité et la commergence ne soient pas euh, contradictoires l'un avec l'autre. Alors, peu de temps après, Lama Tsongkhapa écrit: quand, concernant tous les phénomènes du samsara et du nirvana, tu vois que cause et effet ne transgressent jamais leurs lois, et quand tu as démantelé la cible de l'objectification, à ce moment-là, tu es entré sur le chemin qui plaît au Bouddha. Tant que les deux compréhensions, 1. De l'apparence, le monde régulé de la coémergence, et 2. De la vacuité, l'absence de tout point de vue, restent séparés, tu n'as pas réalisé l'intention du sage. Cependant, à un certain moment, quand, sans altération et tout ensemble, l'instant où tu vois que la coémergence n'est pas trompeuse, quand l'objet entier de la saisie aux certitudes est démantelé, à ce point, ton analyse de la vue est complète. De plus, quand l'apparence dissipe l'extrême de l'existence, et quand la vacuité dissipe l'extrême de la non-existence, et que tu comprends comment la vacuité surgit comme cause et effet, tu ne seras jamais influencé par les vues s'attachant aux extrêmes. Donc là, c'est très très dense, on va le découper un petit peu, parce que c'est vraiment le cœur de sa découverte. Donc tant que les deux compréhensions de l'apparence, le monde régulé de la coémergence, le monde régulé, c'est que tous les textes bouddhistes présentent que le monde est quand même très régulé. Dans ce sens, il est très cohérent, le monde. Ça se voit d'abord dans le monde physique. Si je veux créer une tasse, il va falloir que j'ai de l'argile. Si je veux créer ce vajra, il va falloir que j'extrais un minerai. Et ce qui est génial, c'est que ça paraît un peu bête, hein, mais les choses disparaissent pas. La matière disparaît pas. La matière a une forme de cohérence. On voit que les choses autour de nous, elles demeurent. On n'est pas quand même dans un monde complètement de science-fiction. On voit que les choses sont régulées, sont cohérentes. On peut d'ailleurs retracer très précisément les causes des choses. Ça vient d'une cause d'un minerai qui a été extrait je ne sais pas où. Ce minerai, il est issu d'éléments qui ont été produits dans l'explosion de supernova, etc. On voit qu'il y a une continuité, il y a une cohérence immense dans le monde phénoménal autour de nous. D'ailleurs, plus on observe la nature, plus on est enclin à se dire, mais dans le monde intérieur, ça doit être la même chose. Le monde intérieur est extrêmement régulé aussi. Les causes du bonheur sont bien spécifiques. Ça vient pas tout à coup comme ça, on est heureux ou malheureux. Il y a des causes. Le monde est extrêmement régulé. Et c'est quand on observe que le monde est extrêmement régulé qu'on va pouvoir s'engager dans les choses qui sont bénéfiques. Parce que c'est en déterminant que le bonheur provient de causes bien particulières qu'on va s'engager dans ce qui est constructif. Quand on comprend fermement que ce qui produit le bonheur, c'est la compassion, la bienveillance, la générosité, la concentration, la sagesse, quand on est très très sûr, très fermement sûr que ces choses-là potentiellement créent le bonheur, alors on s'engage dedans. Mais si tout à coup on se dit tout ce qui est conventionnel est en fait non existant, eh bien ça vient
complètement heurter cette régulation du monde. Et on se retrouve un petit peu dans une forme de nihilisme, de se dire, en fait, non, la vacuité, c'est au-delà de tout ça, mais tout ce qui est de l'ordre des causes et des effets sont, au fond, complètement vides. Donc là, c'est quand la vision de la vacuité devient un peu trop... elle vient jeter le bébé avec l'eau du bain. Elle est allée trop loin. Il n'y a pas de régulation là. La vacuité vient couper court à la régulation du monde. Donc tant que les deux compréhensions de l'apparence, le monde régulé de la coémergence et la vacuité, l'absence de tout point de vue, quand on dit l'absence de tout point de vue, ça veut dire l'absence de vérité, de réalité intrinsèque, tant que ces deux choses restent séparées, tu n'as pas réalisé l'intention du sage. Cependant, quand à un certain moment, sans altération et tout ensemble, l'instant, alors c'est ce terme qui est vraiment essentiel, l'instant où tu vois que la coémergence n'est pas trompeuse, ça veut dire la coémergence n'est pas altérée. La coémergence n'est pas altérée quand tu comprends que les phénomènes n'ont pas d'existence intrinsèque. C'est ça le sens. Quand je vais vous donner la phrase comme elle est écrite et puis je vais la commenter à nouveau. L'instant où tu vois que la coémergence n'est pas trompeuse quand l'objet entier de la saisie aux certitudes est démantelé, à ce point ton analyse de la vue est complète. L'instant où tu vois que la coémergence n'est pas altérée quand tu viens réfuter l'existence intrinsèque de tous les phénomènes, alors à ce point ton analyse de la vue est complète. Et de plus, quand l'apparence dissipe l'extrême de l'existence, et quand la vacuité dissipe l'extrême de la non-existence, et que tu comprends comment la vacuité surgit comme cause et effet, tu ne seras jamais influencé par les vues s'attachant aux extrêmes. Donc on va aller plus loin maintenant, on va essayer de comment on fait, nous, pour avoir une conviction beaucoup plus profonde et unir cette vacuité, cette coémergence, qui, je le rappelle, a des implications libératrices extraordinaires. Quand on arrive à voir la coémergence comme la vacuité comme la coémergence, le résultat et les traces laissées dans notre esprit sont exceptionnelles. Alors, la réfutation des Madhyamika, Prasangika, donc des Madhyamika, leur vision de la vacuité, c'est de dire il n'y a pas d'existence intrinsèque. Il n'y a pas d'existence intrinsèque. En fait, réaliser la vacuité, c'est réaliser l'absence. C'est réaliser que quelque chose qu'on pensait qui était la manière d'exister des choses, on réalise que ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Et c'est quelque chose qui est complètement automatique chez nous. On n'a pas besoin d'être soumis à des systèmes philosophiques pour avoir ça de manière complètement naturelle. Moi, je vois cet objet, j'ai aucun doute. Je me dis, il existe par ses propres caractéristiques, il y a quelque chose d'inhérent à cet objet. Il n'est pas existant en lien avec ma conscience. Je le tiens dans ma main, quand je ferme la main, et que tout à coup il tombe dans ma main et que ma main vient le toucher, je me dis, il est complètement existant de ses propres caractéristiques, de son propre côté, il est complètement intrinsèque. C'est comme ça que la réalité nous apparaît, naturellement. Et si on venait douter de ça, alors certaines écoles philosophiques ont dit, mais si tu doutes de ça, en fait, tu viens couper court à tout le monde phénoménal, tu vas trop loin. Si tu viens douter que les choses puissent avoir une existence intrinsèque, tu vas trop loin. Donc toute la difficulté pour la Matsongkhapa, c'était de venir réfuter suffisamment de ce qui était à réfuter,
et établir suffisamment du monde phénoménal et du monde conventionnel, et d'unir ces deux choses dans un système complètement harmonieux. Alors, si cette chose, ce Vajra, il existe de manière intrinsèque, c'est-à-dire que quand je viens l'explorer en profondeur, j'arrive à trouver le Vajra qui existe de manière intrinsèque. Alors, exister de manière intrinsèque, ça veut dire exister de manière indépendante. Le Vajra existe de manière complètement indépendante. Ça veut dire que s'il existe de manière indépendante, il n'est pas issu de ses parties. Parce que, vous voyez ce petit bout là, le petit bout du Vajra. Ben ça, en soi, c'est pas un Vajra. Ça, en soi, c'est pas un Vajra. Si je venais le découper, c'est pas un Vajra non plus. Le cœur, ça, c'est pas non plus un Vajra. Chaque élément, chaque partie du Vajra n'est pas en soi un Vajra. Une roue, c'est pas une voiture. Un volant, c'est pas une voiture. Un siège, c'est pas une voiture. Donc exister de manière intrinsèque, ça veut dire que je peux venir explorer la voiture ou le Vajra et trouver le Vajra en dehors de ses parties. Pourquoi en dehors de ses parties? Parce que s'il existe de manière intrinsèque, il existe en dehors de ses parties. Puisque je peux le trouver et qu'il existe de manière intrinsèque. Il existe soit en dehors de ses parties, soit il est complètement unifié avec ses parties, mais ça ne fait pas de sens parce qu'il y a autant de parties alors que d'objets. Donc, trouver l'objet qui existe de manière intrinsèque, c'est impossible. C'est impossible de le trouver en dehors de ses parties. Si l'objet existait de manière intrinsèque, il existerait de manière complètement indépendante. Pourquoi? Ben, c'est important de voir que les deux sont contradictoires. Si quelque chose existe par lui-même, bah, il n'existe pas en dépendance s'il existe par lui-même. Si quelque chose existe par lui-même, il n'existe pas par le pouvoir des autres. Essayons d'y songer quelques instants. Si une chose a besoin de rien d'autre qu'elle-même pour exister, comment elle peut dépendre de quelque chose? Posons-nous la question.
Alors, dans la méditation sur la vacuité, en fait, la première étape, ça va être de venir presque conscientiser quelque chose qui est complètement automatique chez nous. Et parce que c'est automatique, on pourrait penser que c'est facile à conscientiser, mais ça ne l'est pas du tout en fait. C'est très automatique pour nous que naturellement on pense que les choses existent de leur propre côté, surtout quand on a des perturbations mentales. Plus je suis attiré par cette montre, plus je vais penser qu'il y a quelque chose intrinsèquement à la montre qui établit qu'elle est absolument extraordinaire. Donc c'est un mouvement automatique qu'on a, qui vient rajouter un filtre sur les choses qui existent et qui nous fait penser qu'elles existent de manière intrinsèque. Et c'est cette particule supplémentaire de la réalité qui est celle qu'on doit venir gentiment cueillir et évacuer parce qu'elle vient créer quelque chose qui n'existe pas, sur la base de cette montre qui existe. Donc c'est quelque chose de très automatique pour nous, de voir les choses comme existant de manière intrinsèque. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'identifier consciemment que c'est comme ça qu'on s'engage avec le réel très souvent. Et cette première partie de la méditation sur la vacuité, c'est ce qu'on appelle identifier l'objet à réfuter. C'est-à-dire, si on veut comprendre que la vacuité, c'est l'absence d'existence intrinsèque, il faut qu'on arrive quand même à observer qu'en nous, très souvent, on vient projeter cette existence intrinsèque sur les objets, sur nous-mêmes. Il faut qu'on vienne l'isoler avant de pouvoir le réfuter ensuite. Et c'est Lama Tsongkhapa d'ailleurs qui a été un des premiers à systématiser la méditation sur la vacuité avec, pour point de départ, cette identification de l'objet à réfuter. Pourquoi? Parce que si on oublie de faire ça, on a vite fait de jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne vient pas isoler la chose qu'on voudrait réfuter et on a tendance à réfuter l'existence intrinsèque avec l'existence. Et si on vient réfuter l'existence, alors bien, on vient couper court à la conception que les choses sont produites de causes et d'effets et de la fonctionnalité du monde. On vient jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pour ça que la première étape, c'est de venir conscientiser la manière dont les choses nous apparaissent. Elles nous apparaissent comme existant de manière indépendante, de leur propre côté. Et c'est une étape dans la méditation qui n'est pas évidente parce qu'il faut à la fois être concentré et au même moment observer les surgissements dans notre esprit de cette saisie, de cette projection que les choses existent de leur propre côté. Donc il faut être conscient de ce qui se passe et regarder les moments où on a ces petits moments de projection d'existence intrinsèque. En fait, c'est que comme ça qu'on peut ensuite avoir une méditation sur la vacuité qui est efficace. Préalablement, identification de l'objet de négation. Or, certains détracteurs de la Tsongkhapa diront, mais ça vous l'avez inventé, ça c'est pas dans les textes, mais en fait c'est complètement concordant avec le texte de Shantideva qui dit par exemple, sans contacter l'existence surimposée, on ne peut pas appréhender sa non-existence. Donc, et on retrouve d'autres textes qui montrent l'importance de cette première étape. Donc nous, ce qu'on fait là, c'est de reprendre conscience que c'est la manière dont les choses nous apparaissent très souvent. On vient projeter que cette chose existe de manière intrinsèque. Et intrinsèque, ça veut dire indépendante aussi. Ça veut dire exister par ses propres caractéristiques, de son propre côté. Tout ça, c'est des synonymes, de manière complètement objective. C'est un autre synonyme aussi. Donc si cette chose, elle existe de manière intrinsèque, est-ce qu'elle est causée par elle-même ou par autre chose? Alors en termes conventionnels, on va dire, bah, bah oui, elle est produite par quelque chose d'autre.
Elle n'est pas produite par elle-même. François, le corps de François, il n'est pas produit par le corps de François complètement identique le moment d'avant, ça n'a pas de sens. C'est le corps, il y a une heure, un jour, un an, 10 ans, 20 ans, qui est la cause de mon corps aujourd'hui. Le corps d'il y a 20 ans, il est autre que le corps d'aujourd'hui, vous êtes d'accord? Ça fait sens. Conventionnellement, on peut dire que les choses, elles sont produites par des autres choses. Mais maintenant, si on dit que cette chose, elle existe de manière intrinsèque, et c'est le point sensible de cette méditation, de cette réflexion sur la vacuité, c'est si cette chose qui existe de manière intrinsèque, de son propre côté, elle est produite par elle-même. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord? Ça voudrait dire que si elle est produite par elle-même, en fait, elle est permanente, elle ne change jamais. Parce que un moment de quelque chose vient complètement se dupliquer le moment d'après et il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Je ne pourrais pas venir altérer cette chose-là si je le souhaitais. Donc elle est nécessairement produite par quelque chose d'autre. Maintenant, le problème, c'est que si elle existe de manière intrinsèque, elle doit être produite par quelque chose d'autre qui existe lui aussi de manière intrinsèque et qui est intrinsèquement différent. Vous voyez ça? Ça voudrait dire que la cause à ce Vajra, elle est intrinsèquement différente de ce Vajra, puisque j'estime que ce Vajra, il existe de manière intrinsèque. Si ce Vajra existe de manière intrinsèque, de manière indépendante, eh bien la cause qui produit ce Vajra doit aussi être indépendante de ce Vajra-là. Ok, je répète. Si cet objet il existe de manière indépendante, la cause qui le produit, elle est aussi indépendante de cet objet. Mais si elle est indépendante de cet objet, alors tout pourrait être la cause de ça en fait, puisque de toute façon c'est complètement indépendant. Or, conventionnellement, on voit que le métal qui a été la cause de ça, il n'est pas complètement indépendant de ça, parce qu'il y a une continuité. Et à l'intérieur d'une continuité, on peut dire qu'il y a une forme de dépendance. Cet objet, il est dépendant de ses causes et il y a un continuum, une continuité, une cohérence. Mais si maintenant je dis que la cause qui a produit ce Vajra est intrinsèquement indépendante, alors ça ne pourrait pas être la cause de ça de toute façon, parce qu'elle est intrinsèquement indépendante. Et parce que cet objet, de toute façon, il existe indépendamment de ses causes. Ok, prenons quelques instants pour y songer à ça.
Ok. Alors, ce qui peut nous sembler comme un exercice presque logique, pourrait nous laisser croire, ouais, mais attends, la vacuité, je pensais que c'était beaucoup plus intuitif, beaucoup plus expérientiel, mais en fait, c'est par euh, le biais de cette compréhension profonde et analytique qu'ensuite l'expérience peut surgir. Et c'est ensuite à travers la méditation de placement et la méditation de discernement, méditation analytique, qu'on vient rendre ces expériences de plus en plus viscérales. Mais tout l'héritage des grands maîtres indiens, Nagarjuna, Buddhapalita, Aryadeva, c'est de se dire que c'est par le biais de l'analyse, c'est par le biais de la réflexion qu'on arrive à contacter la vacuité, pas en dehors du système de la réflexion. Et c'est ce pourquoi Lama Tsongkhapa euh, s'est tellement battu, gentiment, mais c'était vraiment son apport fondamental de placer la vacuité à l'intérieur du contexte des trois sagesses. D'abord de l'écoute, de la réflexion, puis de la méditation. La vacuité n'échappait pas à ce système où une chose, elle est méditée, on médite sur cette chose parce qu'elle a été préalablement déterminée à travers la réflexion sur la base d'instructions qu'on a reçues qui sont valides. Donc c'est à travers cette exploration qu'on fait qu'on va commencer à voir que ça, ouh, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui vient vraiment transformer notre appréhension de comment la réalité euh, nous est accessible. Alors, la manière qu'on a intuitivement de concevoir le monde, c'est de voir que les choses sont complètement indépendantes. Si cette chose, elle existe par elle-même, alors je répète, hein, ça vous a vous en serez aperçu, mais si cette chose existe de manière indépendante, il faut qu'on comprenne que ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de rien d'autre pour exister. Elle a besoin de rien d'autre pour exister. Vous allez voir, c'est la clé, ça. Hein. Si cette chose elle existe de manière indépendante, elle a besoin de rien d'autre. Elle est autosuffisante dans son existence. Elle est autosuffisante. Moi, François, j'existe de manière intrinsèque, complètement indépendante. Je suis autosuffisant. C'est comme ça qu'on se perçoit très souvent. Je suis autosuffisant. Je peux me trouver comme étant complètement autosuffisant, indépendant. Alors, je ne sais pas si vous avez accès autour de vous à la nature, à travers vos fenêtres, si vous avez une plante ou si vous avez quelque chose d'organique autour de vous, mais essayons de nous poser la question si les choses autour de nous étaient complètement indépendantes de cette manière-là. Que pour que ces choses existent, il y avait besoin de rien d'autre que d'elles-mêmes. Elles existent par elles-mêmes. Elles ont besoin de rien d'autre. Et de voir que quand on perçoit que les choses existent par elles-mêmes, ça vient immédiatement contredire qu'elles soient causées, qu'elles soient coémergentes, qu'elles soient interdépendantes. Il faut qu'on arrive à trouver dans notre expérience que ça peut être que l'un ou l'autre. Et que quand on perçoit les choses comme étant intrinsèquement existantes, indépendantes, ça vient immédiatement invalider en nous que ces choses puissent être produites. Il faut qu'on voit la contradiction immédiate dans notre expérience entre ces deux choses-là. Alors ça, c'est des choses assez fines à venir trouver dans notre réflexion. Mais on peut faire le test quelques instants, si vous voulez. Vous pouvez regarder la nature autour de vous, ou même votre corps, ou quelque chose qui est peut-être pas trop statique. C'est plus simple peut-être pour commencer.
Mhm. Donc si une chose existe de manière indépendante, elle est complètement verrouillée à l'intérieur d'elle-même. Il n'y a aucun espace pour que cette chose elle soit influencée par un environnement, qu'elle soit causée par des facteurs extérieurs, parce que cette chose elle est là, complètement autonome. Et c'est comme ça que petit à petit on commence à se poser la question de se dire, mais en fait, c'est parce que cette chose, elle n'a pas d'existence indépendante qu'elle fonctionne. C'est parce que cette chose n'a pas d'existence indépendante qu'elle fonctionne. Donc maintenant, comme dans une équation, je vais changer elle n'a pas d'existence indépendante par elle est vide d'existence intrinsèque, puisque c'est la même chose. C'est parce qu'elle est vide d'existence intrinsèque qu'elle fonctionne. C'est parce qu'elle est vide d'existence intrinsèque qu'elle fonctionne. C'est parce qu'il existe la vacuité de ce Vajra que le Vajra il peut fonctionner. C'est parce que les choses sont vides d'existence intrinsèque qu'elles fonctionnent, qu'elles sont euh, régulées, que la cause et le résultat sont liés, que l'effet est nécessairement le résultat de sa cause. C'est parce que justement ces choses sont vides d'existence intrinsèque que ça vient établir leur fonctionnalité. Et ça, c'est vraiment ce que Lama Tsongkhapa a compris et qui me fait penser qu'il n'a pas eu besoin de venir le valider. C'était tellement clair, c'était tellement harmonieux dans la présentation de l'expression du réel qu'il n'a pas besoin de. Il le savait que c'était correct. C'est tellement concordant avec les enseignements du Bouddha qu'on retrouve dans le Sutra des perfections de la sagesse, où il est dit la forme est vacuité, la vacuité est la forme. C'est complètement concordant avec cette magnifique citation de Nagarjuna que je vais vous citer maintenant, qui dit euh, pour celui pour qui la vacuité est possible, tout est possible. Pour celui pour qui la vacuité est impossible, rien n'est possible. Alors, quand on dit tout est possible, ça ne veut pas dire François peut se transformer en Chantal Goya tout à coup. C'est pas ça, tout est possible. Tout est possible, tout est euh, cohérent dans la fonctionnalité des choses. Pour celui pour qui la vacuité est possible, tout est possible. Pour celui pour qui la vacuité est impossible, rien n'est possible. Et ça, c'est vraiment le cœur de la pensée de Nagarjuna, le cœur de la percée de la Tsongkhapa, qui est de voir que parce que les choses sont vides d'existence intrinsèque, elles sont complètement cohérentes. C'est parce qu'elles sont vides d'existence intrinsèque que le monde phénoménal fonctionne. C'est parce que les choses sont vides d'existence intrinsèque que l'existence conventionnelle, elle est complètement établie, en ce sens qu'elle elle est complètement valide. La vision de la vacuité, elle ne vient pas heurter les choses conventionnelles, le fait que si je fais tomber cet objet, il a une masse, il a un effet. C'est justement parce que les choses sont vides que les choses fonctionnent. C'est justement parce que les choses sont vides qu'elles fonctionnent. Parce que si j'étais moi existant de manière intrinsèque, en réalité, je serais incapable de fonctionner, puisque je ne serais pas causé par un environnement. Je serais complètement indépendant. Si je suis complètement indépendant et que j'existe par mon propre côté, je suis complètement figé, statique. Je ne suis pas affecté par le monde extérieur. Le fait que je sois affecté par le monde extérieur, c'est une preuve que j'existe pas de manière intrinsèque. C'est une preuve que j'existe de manière coémergente.
si j'existais de manière intrinsèque, je ne pourrais rien faire. Le seul moyen pour moi de fonctionner et de faire sens de la voie bouddhiste, c'est parce que ma conscience est vide d'existence intrinsèque. C'est uniquement parce que j'existe en dépendance que je peux me développer, que je peux changer mon esprit. Si moi, François, j'étais complètement encapsulé dans une gangue de titanes, par exemple, je serais incapable de venir absorber des enseignements, transformer mon esprit, développer des états mentaux qui ne sont pas les miens maintenant. Le fait que je puisse me transformer, bouger, me mouvoir, changer, c'est le signe que j'existe pas de manière indépendante. Donc dans le sutra du cœur de la perfection de la sagesse, je ne l'ai pas sur moi, mais il est dit, je crois, c'est parce que tous les phénomènes sont vides d'existence intrinsèque que les bodhisattvas s'engagent dans la voie, quelque chose comme ça. Alors on peut se dire, bah non, attends, non, ça sonne un peu contradictoire. C'est vide, alors les bodhisattvas s'engagent dans la voie. Bah non, si c'est vide, ils ne peuvent pas s'engager dans la voie. Bah non, c'est justement parce que c'est vide qu'ils s'engagent dans la voie. C'est justement parce qu'il y a une existence indépendante, une existence dépendante, qu'ils peuvent faire quelque chose et atteindre l'éveil. Et quand on voit que tout est coémergent et que c'est parce que c'est coémergent que les choses fonctionnent, alors on peut avoir d'un côté une vision qui vient complètement détruire l'indépendance et restaurer l'énorme potentiel qu'on a dans la pratique des six perfections, par exemple. Dans un tout qui est complètement harmonieux. Et non seulement c'est harmonieux, mais plus on va comprendre la vacuité, plus ça va venir établir notre appréhension du monde phénoménal. Et plus on va voir le monde phénoménal, plus on va comprendre la vacuité. Dans une forme de réaction en chaîne peut-être, mais qui nous montre que la vacuité et la coémergence sont en réalité deux manières de considérer la même chose. Donc maintenant, quand on dans la vacuité, il y a deux phases. La première, c'est quand on est absorbé dans la vacuité. On est tellement absorbé dans la vacuité qu'il n'y a rien d'autre que la vacuité qui apparaît dans notre esprit. C'est ce qu'on appelle la méditation comme l'espace. Les bodhisattvas, quand ils sont absorbés dans la réalisation directe de la vacuité, il n'y a que la vacuité qui apparaît et ils sont dans une méditation qu'on appelle comme l'espace. Et ils sortent de leur absorption méditative et ils entrent dans la deuxième partie qui est ce qu'on appelle la méditation comme une illusion. Et là, en fait, ils regardent le monde et ils ne viennent pas croire la tendance que les choses existent de manière indépendante. Plus ils regardent le monde, plus ça vient affirmer en eux la connaissance que les choses sont coémergentes, interdépendantes. Donc c'est ce qu'on appelle la méditation comme une illusion. Ils voient le monde, les arbres, les forêts, les rivières, et plus ils voient le monde phénoménal, plus ça vient nourrir leur appréhension que les choses sont coémergentes. Alors maintenant, on peut faire ce test, si vous voulez bien. Regardez à nouveau le monde autour de vous. Rappelez-vous que si les choses étaient indépendantes, elles ne pourraient pas fonctionner. Et que si les choses fonctionnent, c'est uniquement parce qu'elles sont vides d'existence indépendante. Donc c'est parce qu'elles sont vides d'existence indépendante qu'elles fonctionnent si bien et que le résultat est immanquablement le résultat de sa cause, que les choses sont cohérentes. C'est parce qu'elles sont vides qu'elles sont cohérentes. C'est parce qu'elles sont vides que les choses fonctionnent si bien. C'est parce qu'elles sont vides. Et je le rappelle, si cet objet existait de manière indépendante, il pourrait être causé par n'importe quoi en fait. Parce que la cause et l'effet seraient intrinsèquement différents. Donc je pourrais avoir une canette de coca, un moment qui deviendrait la cause de ce Vajra. Tout serait possible parce que ce serait entre la cause et l'effet
une relation où ils seraient intrinsèquement différents. Tout serait possible. Non, si la cause de ce Vajra, c'est le minerai, c'est justement parce que les deux sont vides d'existence indépendante. Le fait que les causes et les effets soient si bien régulés, qu'ils soient si stables, c'est uniquement parce que les choses sont dépendantes. Ok, donc essayons de prendre quelques instants pour observer le monde, de vous rappeler à quel point il est régulé, il est cohérent, et de vous dire que si les choses existaient de manière indépendante, elles ne pourraient pas être cohérentes. Parce que tout viendrait de n'importe quoi, les choses existeraient de manière spontanée parce qu'elles existeraient complètement indépendamment des autres. Et faites cet échange entre voir les choses de manière euh, régulée, cohérente, et de comprendre qu'elles ne pourraient pas être cohérentes si elles étaient complètement indépendantes, exister de leur propre côté, être intrinsèques. Et il arrive un moment où plus on voit le monde conventionnel, plus ça vient établir en nous la vacuité. Parce que plus on voit que les choses fonctionnent, plus on sait que pour fonctionner, elles ont besoin d'être vides, d'existence indépendante. Et c'est en ça que la méditation comme une illusion, elle vient renforcer la connaissance de la vacuité. On voit le monde autour de nous, la pluie qui tombe, qui vient nourrir les plantes, on voit les fonctionnements de l'esprit, et plus on voit le monde fonctionnel et cohérent, plus ça vient établir que les choses sont vides d'existence indépendante. Donc traditionnellement, pour les écoles philosophiques en général, la voie du milieu, toutes les écoles philosophiques, elles ont leur propre proposition de qu'est-ce que la voie du milieu. Alors c'est toujours libre des deux extrêmes, du nihilisme et de l'absolutisme, ou de la permanence. Toutes les écoles montrent qu'elles sont libres de ces deux extrêmes, mais elles l'expliquent de manière différente. Et la plupart du temps, euh, la vacuité, le fait que les choses n'aient pas de soi ou n'aient pas d'existence euh, véritable, ça vient déminer l'extrême
de la permanence et la coémergence, ça vient contredire le nihilisme. Les choses ne sont pas non-existantes parce qu'elles sont coémergentes, et les choses ne sont pas des absolus permanents parce qu'elles sont vides de soi ou parce qu'elles sont indépendantes. Mais Tsongkhapa, lui, il est allé beaucoup plus loin, il a inversé pour montrer que les choses étaient... Il y avait une harmonie entre la vacuité et la coémergence, il a inversé les deux. Alors je vais vous donner ce que ça donne, mais ça peut paraître complètement contre-intuitif. Mais quand on fait toutes les étapes qui précèdent, on voit à quel point c'est cohérent ce qu'il a dit. Pour lui, la vacuité, ça vient dissiper le nihilisme. Alors que pour les autres, ça vient dissiper la permanence. Non, pour lui, la vacuité, il faut le comprendre comme la, 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 la négation du nihilisme. Ce qui est admirable. Ça veut dire que quand on voit la vacuité comme quelque chose qui peut altérer le nihilisme, c'est qu'on a compris que la vacuité, le sens profond de la vacuité, c'est la coémergence. Quand on comprend que la vacuité, ça vient invalider la possibilité du nihilisme, on a vraiment restauré ce qui est la voie du milieu, en fait. Et c'est ce qu'il dit dans le texte. Et quand la vacuité dissipe l'extrême de la non-existence ou du nihilisme, et que tu comprends comment la vacuité surgit comme cause et effet, et quand l'apparence dissipe l'extrême de l'existence, tu ne seras jamais influencé par les vues s'attachant aux extrêmes. Donc pour lui, il a inversé les deux. Il a dit, la vacuité, ça vient invalider l'extrême du nihilisme. Et la coémergence, ça vient annihiler l'extrême de l'absolu ou de la permanence. Parce que si les choses sont coémergentes, elles ne sont nécessairement pas indépendantes, permanentes, absolues. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il dit que pour savoir si notre voie est correcte, c'est quand on arrive à voir que la vacuité, parce qu'elle rend tout possible, elle vient invalider le nihilisme, et que la coémergence, parce qu'elle nécessite que les choses soient vides d'existence intrinsèque, ça vient éliminer l'extrême de la permanence. Vous voyez un petit peu, j'espère que c'est pas trop peu clair. Donc je vais relire l'extrait complet, qu'on puisse peut-être le voir avec un regard nouveau. Donc concernant tous les phénomènes du samsara et du nirvana, tu vois que cause et effet ne transgressent jamais leur loi. Et quand tu as démantelé la cible de l'objectification, ça veut dire c'est la projection d'existence indépendante. C'est cette saisie qu'on projette que les choses soient indépendantes. Une projection, ça veut dire quoi? Une projection, ça veut dire je crée quelque chose dans mon esprit, je le projette sur l'objet et j'ai l'impression que l'objet il existe comme ça. Cette montre, j'y suis très attaché, je viens projeter qu'elle ne va jamais tomber en panne. Donc il y a quelque chose dans mon esprit qui vient créer quelque chose qui n'existe pas sur cette montre, je viens le transférer sur l'objet et j'y crois. C'est ça une projection. Donc nous, de manière innée, on vient faire cette projection d'existence indépendante, de penser que les choses existent de manière indépendante. Donc c'est ça, quand tu as démantelé la cible de l'objectification, à ce moment-là, tu es entré dans le chemin qui plaît au Bouddha. Tant que les deux compréhensions de l'apparence, le monde régulé de la coémergence
et de la vacuité, l'absence de tout point de vue, restent séparés, tu n'as pas réalisé l'intention du sage. Cependant, à un certain moment, quand, sans altération et tout ensemble, l'instant où tu vois que la coémergence n'est pas trompeuse, quand l'objet entier de la saisie aux certitudes est démantelé, c'est-à-dire la projection d'existence indépendante, à ce point ton analyse de la vue est complète. De plus, quand l'apparence dissipe l'extrême de l'existence et quand la vacuité dissipe l'extrême de la non-existence et que tu comprends comment la vacuité surgit comme cause et effet, tu ne seras jamais influencé par les vues s'attachant aux extrêmes. Et que tu comprends comment la vacuité surgit comme cause et effet. Ça c'est important, c'est de voir que c'est parce que les choses sont vides qu'elles fonctionnent et qu'on pourrait dire que cette vacuité, elle se manifeste en tant que cause et effet. Alors il nous reste à parler des deux vérités maintenant, la vérité ultime et la vérité conventionnelle. Le monde régulé, le monde des causes et des effets, les choses qui nous entourent, ces objets, sont des vérités conventionnelles. En somme, ça veut dire que c'est des objets qui sont trouvés par ma conscience conventionnelle, mondaine, euh, par l'entendement général qu'on a que ça c'est un Vajra, parce qu'on lui a donné un nom, et parce qu'il remplit sa fonction de Vajra. Donc ce Vajra, on appelle ça une vérité conventionnelle. Et la vacuité, l'absence d'existence indépendante de cet objet, c'est la vérité ultime. Et ce qui est important, c'est que cet objet et sa vacuité sont une seule et même entité. Du côté de l'objet, c'est la même chose en fait. Sa conventionnalité et sa vacuité. Pourquoi? Parce que du côté de l'objet, son fonctionnement et son absence d'existence indépendante, en fait, c'est deux manières de voir qui sont séparées du côté de notre appréhension de notre côté, mais du côté de l'objet, c'est la même chose. La fonctionnalité de l'objet n'est possible que parce qu'il existe de manière dépendante. Donc son absence d'existence indépendante et sa fonctionnalité, en fait, c'est la même chose. Du côté de l'objet, c'est la même chose. Du côté de notre esprit, c'est isolé. D'un côté, je vois l'objet conventionnel, ça c'est l'objet conventionnel, et de l'autre, je vois sa vacuité. C'est nous, de notre côté, qui isolons ces deux choses de vérité conventionnelle et de vérité ultime, et du côté de l'objet, ces deux choses sont, on appelle ça, deux phénomènes qui ont la même entité, mais deux isolats mentaux différents. C'est-à-dire, on vient les isoler mentalement comme différents, mais du côté de l'objet, c'est la même entité. Donc la coémergence et la vacuité sont la même chose, vues sous différents angles en fait. Pourquoi? Parce que la vacuité, ça veut dire quoi? La vacuité, ça veut dire être vide d'existence indépendante. La vacuité, ça veut dire être vide d'existence indépendante. Si quelque chose est vide d'existence indépendante, ça veut dire qu'il existe en dépendance. Et s'il existe en dépendance, c'est la définition de la coémergence. Donc la vacuité, le sens de la vacuité, c'est la coémergence, et réciproquement. La vacuité, ça veut dire qu'il est vide d'existence indépendante. Tout existe en dépendance. Ça veut dire que tout existe de manière coémergente. Coémergence, c'est un terme que je préfère à interdépendance. Pourquoi? Parce que le terme sanskrit, pratitya samutpada, est beaucoup plus proche de coémergence que d'interdépendance. Parce que dans interdépendance, il y a presque un pléonasme.
Si les choses sont dépendantes, bon, elles sont inter aussi. Et si elles sont inter, elles sont aussi dépendantes. Ça fait un peu référence à la même chose. Dans coémergence, il y a deux facteurs. Vous aurez remarqué co-émergence. Co, ça veut dire que les choses existent euh, de manière dépendante. Et émergente, ça veut dire qu'elles existent. Donc co, ça vient invalider l'extrême de quoi? De la permanence ou du nihilisme, selon vous? Le fait que les choses soient indépendantes, ça vient éliminer quoi? L'extrême du nihilisme? L'extrême de l'absolu. Ça vient éliminer l'extrême de l'absolu. Et émergence, ça vient éliminer l'extrême de quoi? Du nihilisme, parce que si les choses émergent, alors elles existent. Ça vient invalider qu'elles soient non existantes. Donc coémergent, ça vient rappeler la voie du milieu. Co, pour dissiper un extrême, émergent pour dissiper l'autre. Donc quand on a coémergent, on a la voie du milieu. Quand on a coémergent, on a la voie du milieu. Vous allez voir, c'est une équation. Hein. Quand on a coémergent, on a la voie du milieu, libre des deux extrêmes. Donc maintenant, on reprend. La vacuité, ça veut dire vacuité d'existence indépendante. Ça veut dire que tout existe de manière dépendante. Ça veut dire que tout existe de manière coémergente. Coémergente, ça veut dire libre des deux extrêmes. Ça veut dire que la coémergence, c'est la voie du milieu. Ça veut dire que la vacuité, c'est la voie du milieu. On a vacuité égale coémergence. Coémergence égale voie du milieu. Par conséquent, vacuité égale voie du milieu. Quand on a compris la vacuité, on a compris la voie libre des extrêmes. Parce qu'on a compris que les choses existent de manière dépendante, donc qu'elles sont coémergentes. Et si elles sont coémergentes, ça vient invalider qu'elles soient absolues ou qu'elles soient non existantes. Donc c'est la voie du milieu. Donc en affirmant la vacuité, on vient affirmer la voie du milieu. Et par conséquent, la vue prasangika n'est absolument pas une vue nihiliste. C'est la seule manière qu'on peut réconcilier l'existence des choses avec leur absence d'existence intrinsèque, sans venir jeter le bébé avec l'eau du bain, et en venant asseoir profondément la fonctionnalité du monde conventionnel. Et c'est pour ça que Tsongkhapa, une fois qu'il a trouvé ça, bien entendu, il était dans une félicité extraordinaire, parce qu'il voyait que sa vision de la vacuité, elle arrivait à être totalement parfaite et qu'elle réconciliait les autres enseignements du Bouddha sur l'éthique, sur le besoin d'établir la concentration, sur les perfections, et que ça rendait tout le système complètement harmonieux dans lequel aucun des enseignements du Bouddha ne finissait par être à rejeter parce qu'il serait parce qu'il serait en dehors du scope de la vacuité si on pensait que la vacuité venait réfuter l'existence, la non-existence, etc. Donc ces deux vérités, la vérité conventionnelle, les choses phénoménales conventionnelles autour de nous, et leur vacuité sont la même chose. Sont la même chose, mais isolées mentalement de manière différente. La vacuité et la coémergence sont deux faces d'une même pièce. Et en plus, le potentiel de ça, c'est que quand on voit la vacuité, alors on comprend profondément comment ça peut venir
galvaniser en nous le souci des autres aussi. Parce que si les choses sont coémergentes, on voit qu'on a besoin, même pour émerger nous-mêmes, de s'en remettre aux autres. Pour la nourriture, le monde fonctionnel, conventionnel, est profondément euh, euh, justifié. On voit qu'on a besoin des autres, on a besoin de notre nourriture, on a besoin des enseignants, on a besoin de l'éducation, on a besoin de... La vision de la vacuité ne vient pas du tout toucher ça. Elle le reconnaît profondément. Et si on n'existe pas de manière indépendante, alors bien évidemment que ça laisse la place pour l'amour, la bienveillance, la compassion, l'altruisme, la générosité, l'équanimité, la joie bienveillante. Et c'est alors que la vision de la vacuité vient nourrir notre travail de la bodhicitta, par exemple. C'est extraordinaire, hein, l'héritage, parce que maintenant, nous, on prend ça, tous ces enseignements, comme si c'était acquis, mais le boulot qu'il a fallu pour nos maîtres dans le passé, à l'époque de Tsongkhapa, pour venir restaurer ça, qu'on prend nous maintenant pour acquis, on le voit, on est protégé par la lignée maintenant qu'on reçoit, où maintenant tout est enseigné pour éviter de tomber dans les extrêmes qui étaient les extrêmes dans lesquels certains pratiquants tombaient à l'époque de Tsongkhapa, et bien après, et bien avant aussi. Mais de voir que c'est inspiré par la compassion et qu'on ait cette chance d'avoir accès à ces enseignements pour développer une vision correcte de la vacuité, c'est inestimable. C'est inestimable. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près terminé avec cette présentation. J'ai vu qu'il y avait des questions. Annie, Cyril. Oui, la mienne est toute simple. Tes citations de Tsongkhapa, sur quel texte? Alors, les citations de Tsongkhapa, elles sont trouvées dans justement la biographie par Thupten Jingpa, Buddha in the Land of Snow, et l'autre, Self-Reality and Reasoning, et ils sont disponibles les deux en anglais, donc tu pourrais trouver ces citations directement. Moi, j'en ai fait une traduction un peu bas de gamme, mais voilà, c'est pour ça que je ne le partage pas, parce que bon, c'est pas des super traductions, ou peut-être que je pourrais essayer de les revoir et de les envoyer aux participants si ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse. J'ai une petite arrière-pensée que les autres aussi, peut-être. D'accord, ok. Bon, bah, je ferai une petite correction et puis je vous l'enverrai alors. Oui, oui, ça m'intéresse aussi. Et je vous enverrai le lien de la vidéo aussi qui est enregistrée. Super. Ah oui, tout à fait, oui, ça m'intéresse. Ok, et Cyril, tu avais une question. Oui, j'avais une question, François, merci pour tes enseignements très clairs, c'était super. En fait, j'avais une question sur le dernier point que tu as abordé, en fait, l'union entre la vacuité et en fait, disons, la convergence et le lien avec la bodhicitta, c'est-à-dire les relations aux autres. Donc, en fait, comment faire pour en fait, bien unir, disons, la vision de la coémergence avec la bodhicitta. Et je pense notamment au cas des yogis, alors, qui traditionnellement, il y a des histoires comme quoi en fait certains vont s'isoler pendant, je sais pas, 20 ans par exemple dans une grotte. Et du coup, ils seront plus ou moins en solitude pendant très longtemps. Et donc, en fait, à partir du moment où la vacuité, c'est aussi la coémergence et c'est la relation, du coup, si je comprends bien aussi avec les autres personnes, comment on peut comprendre ça en fait? Bah, je pense qu'on peut le comprendre comme des études de médecine. Si tu veux être médecin, il y a un moment, il va falloir que tu sois dans une école. Et je pourrais te dire, ouais, mais si tu as vraiment envie de soigner les autres, pourquoi tu vas dans une école de médecine? Bah, tu vas dans une école de médecine pour parfaire ton éducation et au moment où tu as passé le diplôme de médecine, tu es à même d'aider les autres d'une manière qui n'était pas forcément disponible pour toi quand tu es rentré dans cette école. Tu as acquis un savoir qui te permet d'aider les autres. La finalité, jamais pour des yogis de, de rester uniquement en retraite.
c'est un moyen. Alors après, les yogis, eux, ils vont au-delà de la perspective de cette vie. Ils voient que ben, ce qu'ils font dans cette vie, même s'ils restent toute leur vie en retraite, dans leur vie future, ils pourront aider les autres. Donc certains, on voit, ils restent leur vie en solitude, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas animés d'une vision altruiste, mais ils la voient comme dépassant la portée de cette existence seule. Et pour les autres qui restent pas complètement en retraite, d'ailleurs la Matson Kappa, il a passé sa vie entre la retraite et les enseignements, et lui, il en a été vraiment l'image de ça, du besoin qu'il avait de, de vivre en solitude et de faire des retraites de longue durée, et les moments où il allait enseigner aux autres. Et d'ailleurs, j'ai surpris une discussion qu'il avait avec je ne sais plus si c'est Manjushri ou Lama Umapa, et il lui demandait, mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je continue à enseigner? Et Manjushri lui a dit non, il faut que c'est sûr que tu aides les autres parce qu'il avait un savoir extraordinaire, qu'il était réputé pour sa compréhension des textes classiques. Mais Manjushri lui a dit, mais tu serais d'une bien meilleure aide si tu passais un peu de temps en solitude pour développer shamatha, pour avoir des réalisations dans les chemins tantriques et puis pour également avoir une vision de la vacuité qui était beaucoup plus correcte. Et la percée qu'il a eue, il l'a eue quand il était en retraite. Donc une fois qu'il a eu ça, après, l'apport que ça peut avoir pour l'humanité, c'est bien supérieur à ce qu'il aurait pu offrir avant de faire des retraites. Donc D'accord, merci. c'est pas, euh, Merci Franck, ouais, parce qu'en fait, à un moment, tu as dit que quand en fait, le monde était régulé, en fait, et stable, cohérent, à cause de la convergence, c'est-à-dire, en fait, que comme je le comprends aussi, le fait de la convergence, le fait que ce soit aussi dépendant d'autres choses, des autres, etc., ça a tendance à stabiliser, à réguler le monde phénoménal. Et inversement, tu as dit sinon, ça pourrait être en fait un peu instable, incohérent, tout pourra suggir de ouais, n'importe quoi. ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est donc parce que. Est-ce que ça veut dire que par exemple, si quelqu'un s'isole pendant 20 ans, ça peut faire surgir une forme d'incohérence, d'instabilité, où tout peut surgir n'importe quoi, où t'as des yogis qui volent dans les airs sur des tapis volants, faire ce genre de choses? Sur des tapis volants, non, ça c'est les mille et une nuits. C'est une autre tradition yogique. C'est la tradition de la lampe et le djinn. Euh, alors le fait de rester en retraite, non, non, si on arrive à avoir une vision de la vacuité qui est correcte et réconciliée avec la coémergence, on n'arrive pas à des extrêmes de ce type-là. On arrive à une vision beaucoup plus juste, même si on est 20 ans en solitude, s'il n'y a pas de problème, on ne devient pas foufou, hein. D'accord, parce qu'il y a ces histoires, je sais pas, de yogis qui volent dans les airs, Alors ou. ça, c'est une autre chose. Le fait que le monde soit régulé ne veut pas nécessairement dire que n'existe que ce qui peut être visible par nos yeux. Le monde régulé, ça veut dire aussi que bah, y a des choses qui existent, qui sont au-delà de notre rationalité. Et le fait que le monde soit régulé n'empêche pas qu'on puisse, en développant shamatha, atteindre des pouvoirs supranormaux, par exemple. C'est pas une. Quand je dis que tout est possible, ça veut dire que tout est possible dans la mesure de l'existence. Ça ne veut pas dire que tout à coup, moi, je peux devenir Mary Poppins. euh, le fait que les choses soient régulées, ça n'empêche pas les pouvoirs supranormaux, les siddhis, le pouvoir d'émanation des Bouddhas, qui sont des choses qui, pour nous, nous donnent l'impression que c'est pas régulé, que c'est complètement de la science-fiction. Mais ça l'est que dans la perspective qui est la nôtre, de ne pas connaître l'intégralité des ressorts du monde phénoménal. Ok, merci beaucoup François, c'est exactement Aïda, exactement la réponse aussi. je t'en prie, merci Cyril. Alors, j'avais une question plutôt en relation avec l'analyse que tu avais dit de faire pour observer ce qui est l'existence intrinsèque et l'existence indépendante. Et en fait, quand on observe que quelque chose existe intrinsèquement, moi je comprends que du coup il n'y a pas de cause.
j'arrive pas à faire les liens avec le fait que tu disais qu'il y a des causes qui sont indépendantes. Parce que pour moi, il ne doit pas avoir des causes s'il y a quelque chose qui existe indépendamment, intrinsèquement. Donc, je n'arrivais pas à comprendre ces raisonnements que tu utilises en disant bah, il doit avoir des causes indépendantes. Parce que pour moi, il n'y a pas de cause qui doit exister. Ben oui, mais si on dit que cet objet, il existe de manière intrinsèque, il doit avoir soit pas de cause, ce qui fait pas de sens, parce que là, on viendrait juste se dire que je pourrais pas le forger, par exemple. Donc on est obligé de dire qu'il a des causes. Donc on est obligé de dire qu'il a des causes qui sont indépendantes. Si l'objet lui-même est indépendant et qu'on pense que tout est indépendant, alors les causes qui sont les causes à cet objet doivent aussi être indépendantes. D'accord, c'est notre hypothèse. C'est une autre hypothèse. En fait, c'est d'autres manières d'arriver à la conclusion que les choses n'existent pas de manière intrinsèque. On doit nier que cette chose, elle soit issue, qu'elle soit pas produite. On doit nier qu'elle soit produite par elle-même intrinsèquement. Et on doit nier qu'elle soit produite par quelque chose d'autre intrinsèquement. Et c'est quand on a épuisé toutes les possibilités qu'on arrive à se dire, en fait, ça veut juste dire qu'elle n'existe pas de manière intrinsèque. Parce que j'ai éliminé toutes les possibilités de son existence possible si elle était intrinsèque. Donc, non, parce que ça faisait pas de sens. Ouais, ouais. Dans tous les cas, on est en train de nier quelque chose qui Hmm. n'a pas de sens. Oui, voilà, de toute façon, on est en train d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, mais ça s'appelle un reductio ad absurdum. On vient pousser notre esprit à l'absurde pour voir qu'en fait, bah, la chose, elle ne peut pas exister comme ça si elle existait de manière intrinsèque. L'absurde, c'est de se dire, bah, si elle existait de manière intrinsèque, bah, en fait, tout pourrait la causer, cette chose-là. Puisque tout pourrait être une cause, parce que pour être une cause de cette chose-là, il faudrait qu'elle existe de manière complètement indépendante. Donc elle ne serait pas liée à son résultat finalement.